Merci beaucoup de cet exposé très structuré. Je voudrais d'abord dire une chose en introduction, c'est qu'il n'est pas utile dans notre discussion là maintenant d'aborder la question de l'Europe, puisque nous l'aborderons dès la semaine prochaine et dans une autre séance. Je voudrais commencer d'abord par des remarques d'historien. Dans votre présentation des idées cosmopolitiques, vous êtes passé soudain des stoïciens à Kant, il y a tout de même un grand écart, et l'historien peut au moins repérer deux moments importants dans cet écart. Le premier moment important, c'est toute la réflexion qui, pendant des siècles, a traversé l'Europe, qui se pensait comme le monde tout entier, la réflexion sur l'Empire. L'Empire, c'était l'idée d'un universalisme, c'est une idée tout à fait cosmopolitique. Et réfléchir sur l'Empire, c'est indissociablement réfléchir sur une vision de l'universel, mais sur l'expérience d'un échec de l'universel. Parce que dans l'histoire de l'Occident, ce n'est pas simplement important de rappeler que l'universitas a été pensé à la fois religieusement et politiquement sous les espèces de l'Empire, mais qu'il y a eu une réflexion au moins aussi longue sur le constat de l'échec de l'universalisme lié à l'Empire. Et on peut dire que le constat de l'échec de l'universalisme lié à l'Empire, il va conduire justement à l'idée d'État-nation. Car qu'est-ce que l'État-nation? L'État-nation, ça n'est pas simplement une plus petite identité. L'État-nation, c'est l'idée d'un espace expérimental réduit de l'universalisme. L'idée de l'État-nation, c'est essentiellement cela. C'est un universalisme en modèle réduit. Et toutes les théories politiques de l'État-nation ont commencé avec cette idée qu'il fallait concevoir le roi comme un empereur dans le royaume. C'est-à-dire que le royaume devait être une figure à l'échelle réduite de ce que pourrait être, en quelque sorte, un empire réussi, comme une pierre d'attente d'un certain point de vue. Donc, il y a à la fois à prendre en compte, et ça c'est une très longue histoire, celle de la vision de l'universalisme impérial et celle des conditions dans lesquelles on pouvait surmonter le constat de l'échec de cette vision impériale. Et l'échec de cette vision impériale, elle reprend tout ce que vous avez signalé au début de votre exposé, à savoir que l'Empire n'a pas mis fin à la guerre, l'Empire n'a pas mis fin, n'a pas réalisé justement ce qu'il promettait aussi. C'est une économie relativement unifiée. Donc, c'est déjà le constat de cette chose-là. Donc, l'histoire du cosmopolitisme, elle ne naît pas à partir d'États qui auraient été la forme primitive. L'État, c'est la forme, l'État-nation, c'est la forme qui résulte d'une expérience d'un échec historique, je dirais, du cosmopolitisme. La deuxième figure historique que l'historien voudrait signaler, c'est l'expérience de la Révolution française. Car la Révolution française s'est justement présentée comme une révolution menée au nom de l'universel. Mais cette révolution menée au nom de l'universel, elle avait une conséquence. C'était la possibilité de mettre en place un monde qui serait lui-même un monde gouverné par ces valeurs universelles. Mais sur quel mode? Sur un mode, là, qui n'est plus celui de l'Empire, mais qui est un mode plus compliqué, qui est un mode dans lequel il y a l'idée de constituer tout un ensemble, d'instituer le monde comme un ensemble de républiques sœurs, mais que ces républiques sœurs auraient une république mère. Et que cette république mère, pourquoi la France mérite-t-elle d'être la république mère? Il y a les textes, par exemple, connus d'Anacharsis Cloutz sur ces sujets-là. Si la France mérite d'être la république mère, c'est que la France a cette particularité d'être un microcosme. La France a la particularité d'un microcosme, c'est-à-dire la France est un monde complet en soi. La France est le réceptacle de toutes les différences du monde. Et si vous regardez les fameux textes de Michelet, son tableau de la France, quand il ouvre son histoire de France, c'est cela. Il met en scène la France est une réduction du monde, une réduction géographique, une réduction des tempéraments. Et donc, elle a une prétention spéciale, elle est une particularité universelle. Donc voilà, alors on peut discuter, bien sûr, il n'y a même pas besoin de discuter la construction idéologique que ça représente. Mais c'est intéressant de montrer en tout cas qu'il y a eu ces deux modèles. Il y a eu le modèle, on pourrait dire, du pays matrice et le modèle de l'Empire.
Mais le modèle du pays matrice, on l'a vu à nouveau avec l'expérience de l'internationalisme et de l'Union soviétique. C'était aussi le pays matrice par rapport à des républiques sœurs, à des démocraties populaires sœurs. Donc, ce que je regrette dans beaucoup de réflexions contemporaines sur le cosmopolitisme, c'est qu'on n'intègre pas justement déjà cette expérience des échecs de certaines formes de cosmopolitisme. Le cosmopolitisme impérial et ce qu'on pourrait appeler le cosmopolitisme internationaliste, disons, pour faire vite. Et ça, je trouve que c'est un grand dommage. Alors, il est vrai que Kant a écrit son essai sur la paix perpétuelle, il l'a écrit avant, justement, le mouvement du développement des républiques sœurs. Le mouvement du développement des républiques sœurs, c'est la fin du directoire. C'est la fin du directoire, c'est le début du consulat. C'est là où il y a eu un intense mouvement, même de production intellectuelle, de production juridique, sur cette idée des républiques sœurs. Bon, mais là, ce ne sont que des réflexions d'un historien qui trouvait tout de même que l'écart entre les stoïciens et Kant, il fallait tout de même rappeler qu'il y avait un certain nombre de choses entre les deux. Mais venons-en au cœur de votre exposé. Au cœur de votre exposé et des théories que vous avez mentionnées. La première chose sur laquelle je souhaiterais avoir votre opinion, c'est le diagnostic lui-même. Parce que le diagnostic du cosmopolitisme, en général, est un diagnostic qui consiste simplement à dire que l'on change d'échelle. On change d'échelle dans les sentiments, on change d'échelle dans les échanges, on change d'échelle dans le droit, disons, c'est un changement d'échelle. Ce diagnostic, il est extrêmement critiquable. Vous avez, à juste titre, mentionné le livre de Wendy Brown, mais simplement sur un aspect. Mais je crois que de façon plus large, ça invite à réfléchir sur la définition que l'on peut donner de la globalisation. Il y a deux définitions concurrentes de la globalisation. Une première définition, c'est penser la globalisation sur le mode de l'élargissement. Donc la globalisation comme changement d'échelle. Mais il y a une autre conception de la globalisation sur laquelle les économistes notamment appellent beaucoup l'attention. C'est la globalisation comme généralisation, diffusion de toutes les caractéristiques du monde dans chacune de ses parties. Donc la globalisation ne sera pas simplement l'élargissement marchand, l'élargissement de la circulation. La globalisation va être en quelque sorte le retournement sur chaque territoire du monde de toutes les caractéristiques de ce monde. C'est notamment l'analyse à laquelle procèdent tous ceux qui analysent les inégalités, en montrant que la globalisation, c'est le passage d'inégalités entre pays à des inégalités à l'intérieur de chaque pays. Et d'un certain point de vue, la globalisation signifie que toutes les inégalités du monde se retrouvent sur chaque endroit du monde, et que ça n'est pas simplement une différence. Et donc, si on accepte ce diagnostic, que la globalisation n'est pas simplement un mouvement d'élargissement, de changement d'échelle, mais qu'elle est un mouvement d'internalisation généralisée des caractéristiques du monde, on va en tirer des conséquences et juridiques et des conséquences politiques très différentes. Donc j'aimerais bien avoir votre avis sur ce premier point, je dirais, de la constitution qui est le point de départ, le diagnostic. Parce que toutes les théories cosmopolitiques sont quand même fondées sur cette vision de la globalisation comme simple élargissement. Quelle est votre réponse à cela? Bien sûr. Je peux dire un mot sur l'histoire quand même, juste. Bien sûr, hein, vous avez parfaitement raison, l'Empire et la Révolution française dans un autre genre, d'un autre type, sont des tentatives de politique de l'universel, disons. Mais la question est de savoir si on peut appeler cosmopolitisme, je parle de l'Empire, hein, parce que là, tout à fait, Couloute d'ailleurs, il le paiera de sa vie, mais il a été un cosmopolite. Mais en particulier au XVIIIe siècle, pas seulement chez Kant, il y a aussi eu tout le projet de république chrétienne de l'abbé de Saint-Pierre, dans Henri IV déjà, et de l'abbé de Saint-Pierre.
Et en particulier, il y a tout un débat qui s'organise, enfin une discussion qui s'organise au XVIIIe siècle sur la monarchie universelle, ses bienfaits, ses dangers, ses risques, chez Montesquieu, Rousseau, Kant. Bon. Et effectivement, le cosmopolitisme moderne s'est constitué un peu contre l'idée d'empire, c'est-à-dire contre l'idée, disons, d'une théologico-politique, en quelque sorte, de monarchie, enfin d'empire, fondée sur le primat d'un centre sur une périphérie, en quelque sorte. Mais bien évidemment, il y a beaucoup d'autres aspects entre les stoïciens et Kant qui se constituent. Alors, tout à fait d'accord, je ne l'ai pas sur le diagnostic et le changement d'échelle. Les travaux qui ont montré en particulier que on est au niveau beaucoup plus de ce qu'on appelle de manière un peu barbare le glocal, c'est-à-dire la constitution sur des sites particuliers, dans des régions particulières, dans des pays du monde, d'une constitution inégalitaire, que ce n'est pas tellement, on n'en est plus du tout à l'opposition, enfin on n'en est plus, c'est plus l'opposition nord-sud qui importe, mais la constitution, le creusement des inégalités fondamentales et importantes dans les pays, dans tous les pays, y compris les pays occidentaux. C'est exact. Et que la plupart des théories, alors celles que j'ai citées là, ce sont au fond les théories qui promeuvent le cosmopolitisme et qui, de ce fait, effectivement, se fondent, me semble-t-il, sur une conception de la globalisation comme mondialisation, justement, c'est-à-dire comme une généralisation au monde entier des mêmes problèmes. Alors, concernant la deuxième définition, certainement plus probante de la globalisation, cette fois-ci donc comme réalisation du monde ou de microcosme en général, comment dirais-je, juxtaposé, il est vrai qu'elle pose une question au cosmopolitisme, c'est-à-dire que ce n'est plus au niveau des institutions transnationales que vont se résoudre certainement ces difficultés. Néanmoins, on pourrait peut-être faire l'hypothèse, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais de l'hypothèse selon laquelle il y a tout de même une uniformisation du coût qui est au fond l'uniformisation du capitalisme, c'est quand même cela qui est de l'économie de marché, disons, une uniformisation qui peut être, si je veux aller dans le sens des auteurs que j'ai critiqués, mais d'une uniformisation qui rend de facto solidaires, en quelque sorte, les évolutions nationales, même si elles sont d'abord nationales, c'est-à-dire une expérience de la pauvreté extrême, une expérience des inégalités de plus en plus importantes, de plus en plus grandes. Je veux dire par là que l'un des ressorts du cosmopolitisme, c'est pour paraphraser Marx, c'est que l'humanité pose des problèmes, qui se pose à elle-même des problèmes, qui sont des problèmes génériquement comparables, et que par conséquent, il est possible peut-être aujourd'hui, je pense que Catherine Collet-Hélène a beaucoup travaillé là-dessus, de s'inspirer d'un certain nombre de politiques qui ont été menées dans d'autres pays que les nôtres. Elle a beaucoup travaillé sur le Brésil, par exemple, précisément parce que la situation sociale, qui reste bien très différente entre ces pays, mais tente à rencontrer des problèmes qui sont relativement similaires. Mais évidemment, cela implique, et c'est peut-être cela aussi le blocage fondamental, cela impliquerait certainement de renoncer à toute une série, disons, de convictions reçues selon lesquelles l'Europe en particulier, peut-être plus généralement l'Occident, n'aurait rien à apprendre, je dirais, de ce qui se produit. Par exemple, je prends un exemple, parce que je l'ai lu dans le livre de Catherine Collet-Hélène, qui a étudié le Brésil. Elle a étudié que la dynamique au Brésil, la dynamique d'acquisition des droits, s'était faite de manière tout à fait différente, pour cela partiellement parfois incompréhensible pour nous, c'est-à-dire que, différente de ce qui se passe en Occident, c'est pas d'abord les droits politiques et ensuite les droits sociaux, ou c'est pas l'exigence des droits sociaux sur la base des droits politiques, mais c'est des mouvements qui étaient fondés, en particulier dans les favelas, exclusivement d'abord sur les droits sociaux, qui par une espèce de mouvement ou de dynamique sont parvenus à l'exigence de droits politiques. On pourrait peut-être suivre des choses relativement similaires, bien qu'évidemment dans un contexte démocratique, si je puis dire, tout à fait différent, en Chine. C'est-à-dire que c'est peut-être par les droits sociaux, par l'exigence d'un mode de vie simplement, je dirais, économique supérieur, que rentreront progressivement des exigences de nature plus politique et démocratique. Mais bien évidemment que la description que vous avez rappelée de la globalisation me paraît non seulement au moins aussi crédible que la première, mais du coup renforcer peut-être cette idée que le cosmopolitisme ne serait pas la voie nécessairement
Alors, la question étant de savoir si ce n'est pas ce que je crois, moi, que ce n'est pas la voie automatique ou la plus probable. Après, peut-on, c'est peut-être là l'objet d'un débat, peut-on se dire, du coup, est-ce que c'est une voie qui n'est peut-être même pas souhaitable du fait de des évolutions, de cette globalisation telle que vous les rappelez? En tout cas, il faudrait en préciser le terme. Mais pour revenir à cette analyse de la mondialisation, l'exemple que vous avez pris, s'il y a ce sont des communautés d'expérience qui se retrouvent dans les différents pays ou dans les différents espaces du globe, mais ce n'est pas une expérience d'humanité. L'expérience d'humanité implique qu'il y ait des individus qui sont confrontés au même type d'expérience. Là, ce sont des expériences de conflit, ce sont des expériences d'opposition. Donc, ça n'est pas le terme d'humanité qui conviendrait là pour rapprocher ces expériences, mais c'est davantage, à la limite, on pourrait revenir à un langage classique de classe. Ce sont des expériences d'exploitation, par exemple. L'expérience d'exploitation, ce n'est pas une expérience d'humanité, c'est une expérience de déchirement de l'humanité. Donc il me semble que là, c'est une chose importante. Un deuxième point pour préciser, à côté de cette première précision concernant la notion de mondialisation, il y a une deuxième façon de préciser aussi la question de la mondialisation, c'est de constater le fait qu'il y ait des mouvements contradictoires. Il y a des mouvements de mondialisation, mais il y a aussi des mouvements de rétrécissement, y compris de l'espace politique. Ce qui est caractéristique de l'Europe actuellement et de beaucoup d'autres pays du monde, c'est les mouvements de sécession et de séparatisme, qui visent là au contraire à réduire un espace politique. Donc là, ça amène à prendre une deuxième catégorie en compte, c'est qu'à côté de cette internationalisation de sentiments, il y a aussi une tendance inverse à une communauté fondée sur une idée d'homogénéité. Or, entre l'idée d'homogénéité et celle d'humanité, il y a tout de même un écart constituant, si je puis dire. Donc, ces deux façons de préciser la notion de mondialisation. La mondialisation comme modalité, qui n'est pas simplement élargissement, d'une part, et d'autre part, la mondialisation avec cette contradiction fondamentale entre principe d'humanité et principe d'homogénéité, qui met un mouvement qui va tout à fait dans l'autre sens. Alors, je suis frappé par le fait que la littérature cosmopolitique classique, à laquelle je ne vous assimile évidemment pas, puisque vous êtes plutôt un peu critique, disons, ou interrogatif, ne fait pas sa place à cette question-là, qui est pourtant essentielle, quoi. Tout à fait. Quand vous avez parlé d'expériences de conflit, on pourrait non seulement parler d'ailleurs des conflits parfois violents, mais même des mises en concurrence des systèmes en particulier. Je crois, même dans les travaux de Mireille Delmas-Marty, qui sont plutôt favorables à cette idée d'une globalisation du droit, elle insiste en même temps sur l'idée qu'il y a de plus en plus, qui est factuel, pas l'idée, le fait, beaucoup plus des concurrences avec tout ce que cela implique, de mise en concurrence du système juridique avec tout ce que cela implique en termes, je dirais, de lobbying, de puissance, d'exercice du soft power, comme on le dit aujourd'hui. Donc, effectivement, l'uniformisation n'est en aucune manière une garantie de pacification. D'autre part, sur les mouvements contradictoires, effectivement, on le voit bien en Europe avec la Catalogne et la Belgique, par exemple, il y a de plus en plus de mouvements de sécession. Alors, là aussi, ça me semble reposer, qui sont souvent effectivement absents de la littérature cosmopolitique, ça me semble reposer sur l'idée que tout ce qui est transnational, d'une certaine manière, est d'emblée cosmopolitique. C'est cette conviction-là. Et il est un fait que, si on prend par exemple l'exemple catalan, qui est à la fois, qui insiste effectivement sur l'homogénéité de la langue, pas tellement ethnique encore, en tout cas de la langue, mais ce sont les mouvements indépendantistes sont souvent les plus européens ou les plus européistes, c'est-à-dire qu'en réalité, ils visent quand même, en ce sens, ce sont bien des forces, non pas cosmopolitiques, mais transnationales, au sens où ils visent d'abord à l'affaiblissement des États, des frontières nationales, de l'Espagne en l'occurrence, et par conséquent s'appuient ou veulent s'appuyer sur des institutions cosmopolitiques. Il y a une certaine naïveté parfois des cosmopolites, on peut dire, quoi qu'on pense des exigences régionalistes, mais je dirais à
peut-être à appuyer tous les mouvements qui visent à relativiser les formes nationales de la vie politique et démocratique, pensant qu'elles mèneront nécessairement à une conscience de citoyenneté mondiale. Or, de fait, l'exemple des murs, mais ce que vous avez rappelé de la même manière, rappelle que l'affaiblissement des frontières nationales ne mène pas du tout automatiquement, là encore, à la constitution d'un sentiment d'humanité qui soit, ou d'une réalité, à la fortiori d'ailleurs d'une institutionnalisation de l'humanité à travers la citoyenneté mondiale. Il y a deux derniers points sur lesquels le temps presse, mais tout de même venir rapidement. C'est celle sur laquelle vous avez insisté tout au long de votre exposé, sur la dimension de la citoyenneté, et pas simplement de la prise en compte d'un sentiment d'appartenance à l'humanité. Or, dans toute la littérature cosmopolitique, une chose est frappante, c'est que la majeure partie d'entre elles n'aborde pas les questions qui appartiennent à un autre registre de la réflexion en théorie politique, de ce qu'on peut appeler, de ce qu'on appelle la justice globale. Et donc, il faut bien voir qu'il n'y a pas de rapport actuellement, pratiquement pas, entre la littérature sur la justice globale et la littérature sur le cosmopolitisme. Il y a un auteur classique qui avait essayé de traiter cette question et de faire le lien, c'était Grotius. Dans Le droit de la guerre et de la paix, Grotius envisage la distinction entre ce qu'il appelait les devoirs de justice et les devoirs de charité. Pour lui, les devoirs de charité, c'est ceux qui renvoyaient justement à la compassion humaine. Donc, si vous voyez une personne en danger, c'est l'assistance à la personne en danger. Donc, il faut absolument aller à son secours. Ça, c'est un devoir de charité, un devoir d'humanité. Et lui, il étendait cette réflexion à ce qui est son objet, bien sûr, c'est les conditions dans la guerre, des conditions dans lesquelles l'implication dans la guerre, le fait d'être prêt à mourir au combat, participait d'un devoir de charité. Un devoir de charité parce qu'il y avait en quelque sorte une économie des vies. C'est un point sur lequel il insiste beaucoup dans son traité. Mais en même temps qu'il insiste sur cette notion de devoir de charité, il marque très fortement la différence avec le devoir de justice. Le devoir de justice qui, à ce moment-là, relève d'une autre économie, c'est la constitution de la répartition entre les individus. Et cela, c'est très... donc ça fait deux dimensions, on pourrait dire une dimension de citoyenneté d'humanité et une dimension de citoyenneté de constitution sociale. Donc ça fait une différence assez grande. Je suis frappé de voir que ça n'est pas pris en compte dans la littérature cosmopolitique, et j'aimerais avoir rapidement votre point de vue sur ce thème-là. Effectivement, d'une certaine manière, ce qui a un petit peu motivé mon intérêt pour ce thème, c'est, de manière très présomptueuse, la pauvreté de son abord contemporaine, par le fait que la question des motivations ultimes qui peuvent nous faire que l'on puisse vouloir souhaiter le cosmopolitisme et donc, d'une certaine manière, œuvrer en sa faveur, sont rarement, même chez les philosophes, qui sont censés s'intéresser aux fondements, aux exigences, assez peu présentes. Je crois, alors si on veut peut-être faire une hypothèse pour l'expliquer, c'est que tout de même, jusqu'à récemment, le grand modèle de fondation de l'exigence de justice, en philosophie, c'est John Rawls, c'est que John Rawls a toujours, tout au long, surtout à la fin de son travail, été extrêmement rétif à l'égard, dans ses textes sur le droit international, à l'égard d'une globalisation de la théorie de la justice, puisque en particulier sur ce qui en faisait la spécificité, peut-être l'insistance sur les droits sociaux, je dirais, à l'intérieur de sa spécificité, à l'intérieur du paradigme anglo-saxon. Il a toujours considéré que c'était dans le cadre des États-nations que cela devait être pensé. Alors, il y a quelques efforts qui ont été faits en France par quelqu'un qui s'appelle Stéphane Chauvier, d'ailleurs, de travailler sur cette justice cosmopolitique, qui effectivement impliquerait, de ce point de vue-là, de dépasser le paradigme de Rawls, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Juste un mot, en vous écoutant sur Grotius, effectivement, c'est d'autant plus intéressant que, si on revient d'un mot à Kant, lui, il revient, enfin, d'une certaine manière, il insistait sur le fait que ce n'était pas de la philanthropie, le cosmopolitisme, donc de ne pas en faire un devoir de charité.
Et contre Grotius, là, d'une certaine manière, néanmoins, donc d'en faire un devoir de justice dans les termes de Grotius, mais néanmoins de ne pas le borner, disons, au droit de la guerre, au droit de la souveraineté. C'est-à-dire comment penser, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement, mais c'est le cœur peut-être du cosmopolitisme moderne, comment penser une justice qui ne soit pas, en quelque sorte, adossée à un maître de justice qui soit un État ou un gouvernement mondial. Une toute dernière question sur la question des risques, parce qu'effectivement, le fait que Beck soit à la fois le théoricien de la société du risque et du cosmopolitisme invite, et vous avez tout à fait raison, d'insister sur cette dimension-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas une conceptualisation manquante chez lui, à savoir qu'il y a deux grandes catégories de risques? Il y a les risques calculables et les risques non calculables. Et les risques calculables sont des risques qui sont pour l'essentiel les risques sociaux. Les risques sociaux sont tous calculables. Et le fait qu'ils soient calculables est le fondement même de l'idée d'assurance, parce que l'assurance repose sur le calcul des risques. Mais en même temps qu'elle repose sur le calcul des risques, l'assurance repose sur un deuxième principe très important. À côté du calcul des risques, c'est la socialisation de la responsabilité. Donc, le régime de gestion des risques qui sont calculables et qui impliquent une socialisation de la responsabilité est très différent des risques qui sont non calculables et qui ne sont pas liés à une socialisation de la responsabilité. Vous avez insisté, et je crois que ça c'est très juste, sur le fait que les risques ne sont pas courus par tout le monde de la même façon. Et donc le fait de penser qu'il y a un cosmopolitisme qui viendrait de la prise de conscience de ces risques, il y a des dissymétries qui existent. Mais indépendamment de ces dissymétries qui existent pour un certain nombre de ces risques non calculables, il y a la question très spécifique des risques calculables avec la socialisation de la responsabilité, qui est le principe même de l'assurance. Or, la socialisation de la responsabilité nécessite une gestion commune des comportements, une acceptation commune des comportements, et qui va plutôt dans un sens qui n'est pas tellement aujourd'hui celui du cosmopolitisme, parce que la crise de l'État-providence, d'un certain point de vue, c'est une crise de cette idée d'une socialisation de la responsabilité. C'est aller au contraire vers une responsabilité qui est plus personnalisée. Donc on a deux mouvements complètement inverses, je dirais. Dans l'ordre de ce qui est les risques calculables fondés sur la socialisation de la responsabilité, il y a une réduction de ce qu'on peut appeler les populations de référence, alors que sur les risques non calculables, il y a au contraire une augmentation des populations de référence. Là, donc, en termes d'analyse du risque, on a un peu un divorce complet, et je suis frappé que Ulrich Beck n'ait pas pensé à expliciter cette question du divorce entre les deux catégories de risques, pour ne parler que des risques non calculables. Effectivement, je crois que son insistance sur les risques non calculables, et à la suite d'ailleurs de bien de ceux qui parlent de la société du risque, tient à leur caractère dramatique et précisément au fait que, intuitivement, puisqu'ils sont non calculables, apparemment, je dirais, catastrophiques en eux-mêmes, ils vont plus facilement, c'est l'influence aussi de Heinz Jonas, vers l'idée d'un principe de précaution. Alors que ce que vous avez rappelé sur l'assurance et sur la socialisation de la responsabilité, même si ce modèle est aujourd'hui mis en danger ou affaibli par l'affaiblissement de l'État-providence, comme vous l'avez rappelé, s'il devait après tout y avoir dans la notion de risque un vecteur, disons, de politisation des relations sociales de ce point de vue-là, et donc cosmopolitique en ce sens, il serait plutôt du côté des risques calculables, c'est-à-dire de la possibilité, je dirais, de fonder une responsabilité partagée sur ce qui peut être, prévu, alors que la tendance de la littérature cosmopolitique, c'est en quelque sorte d'essayer de fonder une responsabilité à l'égard du monde face à ce que nous ne pouvons en aucune manière prévoir. Et de ce point de vue-là, la conséquence, c'est évidemment de fonder, je crois, le plus souvent cette responsabilité sur une impuissance de l'humanité. Et donc, c'est en ce sens peut-être moins politiquement fort que ça ne pourrait l'être. Merci, vous nous avez aidé notamment en opacifiant la notion de cosmopolitisme, et ça justifie le fait qu'on y consacre encore un certain nombre de séances.